Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis à la brasserie Tête Haute et on va aujourd'hui vous présenter en compagnie de Fabien ce beau projet. Et pour commencer, bonjour Fabien. Hello. Et est-ce que tu peux déjà te présenter ? Ouais, bien sûr. Salut tout le monde, moi c'est Fabien. Je suis cofondateur et co-gérant aujourd'hui de la brasserie Tête Haute. Tête Haute qui est une relativement jeune brasserie qui finalement commence à avoir un petit peu d'âge maintenant, qui a 5 ans, qui est née en 2018. Et voilà, et co-gérant parce que c'est un peu particulier, on est 3 au pilotage de ce projet, on va pouvoir détailler tout ça. Alors, la première question par laquelle je commence en général, c'est comment t'en es venu à tomber dans le milieu de la bière artisanale ? Quelle est ton expérience avant d'avoir monté une brasserie justement ? Comme beaucoup dans mon incroyable salle de bain, j'ai fait beaucoup d'expériences en amateur. Avant de monter la brasserie, ça faisait 15 ans que je brassais, 12-15 ans que je brassais en amateur. J'ai un cousin qui est venu un jour me montrer un kit de brassage et qui m'a dit « Wow, regarde, c'est super, on va faire notre bière ». Et puis de fil en aiguille, on a acheté des seaux, des barboteurs, plein de choses. Et puis ça m'a toujours... c'est resté pendant 10-15 ans comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, mince, alors moi aussi, j'ai envie de participer à ce renouveau de la bière craft en France. Donc, je franchis le cap. Cette histoire de brassage amateur, ça a commencé à quelle période, quelle époque à peu près ? Moi, je dirais que je devais avoir entre 15 et 18 ans, quoi. Ouais. Donc, ça fait 16-17 ans. Okay. Je suis pas bon en calcul. Donc, c'est d'abord venu via la découverte du brassage amateur plus que par la consommation. C'était une époque où la craft, en fait, était peut-être même pas encore si existante que ça, quoi. En France, il n'y avait pas grand-chose. Proposition, ce qui était plaisant, c'est vrai que c'était beaucoup moins présent, moins marketé, moins à la mode. Mais c'était le départ. Donc, ce qui était grisant, c'est que c'était nouveau et que on pouvait transformer un produit. On pressentait tous qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et puis, je pense qu'il m'a parlé, moi, c'est que je suis issu plutôt d'une famille de vignerons. Okay. Et malheureusement, ça s'est arrêté entre la génération de mon grand-père et la mienne. Donc moi je pense que j'aurais repris les vignes si ça avait été possible, mais là il n'y avait plus rien à reprendre et en fait j'ai retrouvé le plaisir de fabriquer une boisson, de la partager, de déguster, etc. que j'ai pu voir quand j'étais tout petit, quoi. Ouais, donc finalement passer de la vigne au houblon. Voilà. Et donc tu disais la brasserie qui s'est lancée en 2018. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 10-15 ans, donc entre 2010 dans ces eaux-là et 2018, le lancement de la brasserie. Comment t'en es venu avec tes associés à te dire on va monter notre propre brasserie ? Il s'est passé la vie. Faut trouver un axe professionnel qui nous plaît, etc. Donc moi, le travail social, ça m'a toujours parlé. Donc je me suis formé là-dedans. J'ai exploré plein de choses. J'ai eu du mal un peu à trouver ma voie. Et puis je suis finalement devenu éducateur spécialisé. Donc j'ai bossé dans la protection de l'enfance et auprès de publics en difficulté variés. Et puis j'ai continué à brasser à côté. Et puis un jour, avec mon frangin, on s'est réunis. Lui, il en avait vraiment un ras-le-bol des politiques managériales des groupes dans lesquels il bossait. Et puis moi, j'avais très très envie d'aller vers l'entrepreneuriat social parce que j'avais envie de continuer à faire du social, mais avec des moyens différents et des moyens financiers qu'on piloterait nous-mêmes. Donc on s'est un peu questionné en se disant on a très envie tous les deux de changer d'axe professionnel. Qu'est-ce qu'on aime faire ? En fait, on s'est rapidement dit on a envie de faire de la bière, quoi. On a envie de partager cette passion-là, mais quitte à monter une autre brasserie, parce qu'il y avait déjà quelques brasseries sur le territoire, aujourd'hui beaucoup plus, mais il y en avait. On s'est dit quitte à en amener une nouvelle, autant que le projet soit différent et qui serve l'emploi. Donc on a décidé de le faire sous format d'une entreprise d'insertion. Ouais. Justement, c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus après dans le podcast. Yes. Donc le lancement de la brasserie en 2018 sous le nom de la brasserie Tête Haute, d'où vient le nom ?
Alors tête haute, ça vient c'est pour vraiment parler de ce qu'il y a derrière la brasserie, le projet dans sa globalité. Nous, notre intention, c'est que à travers la bière, les gens qui passent par ce projet-là, qui passent dans cette boîte, puissent vraiment relever la tête, être fiers de leur parcours, remettre le pied à l'étrier, se faire confiance à nouveau et prendre un nouveau départ. Donc vous voulez un nom qui parle vraiment du projet, qui parle de l'humain aussi, donc tête haute, on se disait voilà, ça représente bien tout ça, il y a le mot tête dedans, et c'est des visages, c'est plein de visages la brasserie tête haute parce qu'on a un turnover qui est important, il y a une équipe permanente mais il y a aussi la moitié de l'effectif qui n'est que de passage finalement, et donc c'est toute une communauté finalement qui passe à travers le projet. Quand la brasserie elle s'est lancée donc on va dire 2018, il y a peut-être eu tes premiers plans d'installation déjà un petit peu en amont. La brasserie s'est installée, si je dis pas de bêtises, dans un incubateur qui est spécialisé justement dans l'économie sociale et solidaire. J'ai mis mes informations sur le site, j'espère qu'il était à jour. Bravo Alex. Et donc c'est là qu'on en vient, tu l'as déjà évoqué plusieurs fois, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, ou vous a donné envie aux différents fondateurs de se lancer justement dans ce projet et de vouloir donner une dimension sociale à cette brasserie? Je pense que ce qu'on s'est dit au départ, nous, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, mais quitte à monter un projet économique et quitte à participer à la reconstruction d'une filière, donc la filière brassicole en France, on avait envie de questionner sa responsabilité en termes de création d'emplois, en termes de s'il y a de la rentabilité, parce qu'on il n'y a pas de tabou, il y a des brasseries qui sont très rentables, il y a plein de petites qui le sont pas forcément, mais il y a aussi des projets qui sont bien rentables. Quitte à ce que ce soit un projet qui est en capacité d'avoir un modèle économique viable, autant qu'ils servent à apporter une réponse à des problématiques sociétales. Nous, ce qui nous intéressait, c'est notre rapport à l'emploi. Comment est-ce qu'on peut retravailler la notion de plaisir au travail, de confiance dans l'employeur, la relation employeur-employé, quel est le devoir de l'employeur, etc. Donc, re-questionner vraiment la question de l'employabilité, de l'accompagnement de nos salariés, etc. Donc, on avait envie de tendre la main à des gens qui avaient plus accès à l'emploi parce que l'emploi s'était éloigné d'eux ou vice-versa. Donc en effet, on s'est rapproché de cet incubateur qui s'appelle les Écosolides à Nantes, qui est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on croit en ce format d'économie-là. C'est un format économique, donc une entreprise d'insertion, elle a un modèle économique. Nous, notre but, c'est pas de perdre de l'argent. On cherche, comme toute entreprise, à être autonome, à pouvoir réinvestir, etc. Mais c'est au service d'une finalité qui dépasse juste les arguments financiers, mais qui est bien sociale. Et du coup, s'il y a des bénéfices, ils sont au service du projet. Alors, comme tu le disais, c'est la Tête Haute est une entreprise d'insertion. Donc, en effet, il y a cette partie sociale qui prend quand même pas mal d'importance dans le projet. Pour autant, comme tu le dis, le but, c'est quand même d'être une entreprise, de faire des bénéfices. On n'est pas sur une association. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu plus exactement ce que c'est qu'une entreprise d'insertion? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous avez aussi peut-être des comptes à rendre justement à l'État vis-à-vis de notre mission? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, une entreprise d'insertion, comme son nom l'indique, c'est une entreprise. Donc, on a un statut commercial. Nous, on est une SAS à capital variable. Donc, en effet, comme tu l'as dit, on n'est pas une association à but non lucratif. L'entreprise d'insertion, c'est juste un acteur économique qui s'engage dans une mission avec des partenaires pour le retour à l'emploi durable, c'est très important, des salariés qui vont être accompagnés. Donc, on est un espèce de sas entre des personnes sur le territoire qui, pour X raisons, n'arrivent plus à raccrocher avec le monde du travail, et des employeurs qui soit ne voient pas ces potentielles personnes à employer ou n'ont pas les réflexes pour les accueillir, n'ont pas les outils pour les accueillir non plus. Donc on va être un SAS pour le retour à l'emploi durable des personnes qu'on accompagne. On va travailler
à lever les freins qui peuvent empêcher la personne de retrouver un emploi. Ça peut être, on a une mission qui est très large. On va permettre à des gens qui sont à la rue de retrouver un logement avec les partenaires adéquats. On peut travailler de l'aspect psychologique, la santé, les addictions, des personnes qui sont non francophones, migrantes qui viennent d'arriver sur le territoire, réfugiés. Ça peut être très très large en termes de public, mais c'est toute personne qui a besoin d'un coup de pouce et nous on les accompagne sur le chemin de l'emploi. Donc on a 24 mois maximum pour les accueillir, travailler ses freins périphériques, mais surtout construire un projet pro, être dans l'action, aller chercher les compétences et capitaliser sur les compétences de la personne, parce que on dit souvent nul n'est inemployable. Si on regarde bien, tout le monde est capable d'aller vers l'emploi. Il faut juste trouver le bon format. Et donc on va travailler le projet pro de la personne, le tester. Donc c'est vrai que les gens qui viennent travailler avec nous, souvent il y a plein d'absents parce qu'ils peuvent être en formation, ils peuvent être en cours de français, ils vont parfois avoir des besoins administratifs qui vont faire qu'ils ne sont pas au travail, etc. Mais nous on continue à assurer un rôle d'employeur et à verser un salaire. Ils savent qu'ils ont un camp de base pour revenir, et puis ensuite ils sont petit à petit de plus en plus autonomes, prêts à retourner vers l'emploi. Souvent on sent qu'il y a une vraie appétence au milieu de parcours, et là on va tester des projets pro auprès des employeurs. Donc on fait beaucoup de ce qui s'appelle des PMSMP, donc ce sont des périodes d'immersion chez des employeurs, et puis jusqu'à trouver un emploi. On a aussi une mission de couvrir quand la personne est en emploi chez un autre employeur, de bien veiller à ce que ça se passe bien. Donc on reste en tuilage avec elle et l'employeur pendant environ 6 mois. Ok, d'accord. Alors on en parlait un petit peu en off avant d'enregistrer. En termes de capacité de production, on reste sur une microbrasserie. Il y a un volume qui, si je ne me trompe pas, qui va être dans les environs de peut-être 4000 hectos annuels. Pour autant, il y a environ 25 personnes à la brasserie. On est sur quelque chose qui ne se voit pas forcément... en tout cas pas à ce niveau-là dans une autre brasserie, ouais. C'est assez atypique. Donc du coup, ce format d'entreprise sociale a quand même des spécificités, parce que justement vis-à-vis de l'emploi, de l'organisation. Tout à fait, ouais. Surtout l'impact RH, la masse salariale est beaucoup plus importante que pour une brasserie à volume équivalent classique. On va être quasiment 2 fois plus nombreux. Donc ça pèse lourdement sur le volet économique du projet. Mais l'idée étant de créer de l'emploi, on a développé le projet, développé des postes. Et aujourd'hui, à nous de poursuivre le développement pour aller au bout du modèle économique. Mais c'est vrai qu'on a toute une équipe d'encadrement. Donc nos brasseurs sont à la fois brasseurs, encadrants techniques. Donc ils vont intervenir sur tout le volet social, accompagnement de la personne, etc. On a des métiers spécifiques à l'insertion par l'activité économique, comme une CIP, donc conseillère en insertion professionnelle. Donc ça, c'est des personnes en plus dans le staff permanent. Et puis on a une équipe de direction dont les missions sont transversales et traversées par la mission sociale. Moi, une grosse partie de mon job, c'est d'animer cette mission-là, de coordonner les équipes, d'aller travailler avec les partenaires. Tu demandais tout à l'heure si on avait des comptes à rendre. Oui, évidemment, parce qu'il y a des financements en échange des services d'accompagnement qui sont réalisés par les structures de l'insertion par l'activité économique. Il y a ce qu'on appelle une aide au poste qui va couvrir environ 45% d'un salaire chargé d'une personne accompagnée. Et tous les mois, tous les ans, on fait des bilans, on rend des comptes avec donc la direction du travail, l'État en gros, qui observe notre capacité à remettre en emploi durable les personnes qu'on accompagne. Après, comme tu dis, donc ça couvre, on va dire, environ 40-45% du salaire d'une personne qui est donc inclus dans ce programme d'insertion, dans ce parcours. Malgré tout, vu que, comme je disais, ça emploie à peu près 2 fois plus de personnes qu'une entreprise, une brasserie équivalente, on va dire, sur un schéma traditionnel, plus, comme tu l'expliquais, des absences. De l'absentéisme, un manque de productivité. Ouais. Au final, ça ne couvrera même pas la non, la faut différence. Pas avoir de fantasme là-dessus. Il n'y a pas de modèle économique donc, derrière ça. Du coup, ça veut dire que ça reste quand même peut-être beaucoup plus coûteux pour une brasserie comme la tienne d'employer, enfin la masse salariale, en tout cas, malgré ces aides, reste plus importante. Est-ce que c'est pas un frein derrière pour produire un produit qui soit compétitif ? Alors, on a fait le choix d'avoir un produit qui reste compétitif, mais qui est à sa juste valeur en termes de positionnement tarifaire.
Par contre, à nous de trouver les leviers d'organisation interne et les partenaires qui soutiennent le projet pour continuer à faire ça. C'est aussi la raison pour laquelle on développe le projet Tête Haute, c'est qu'il y a dans les brasseries évidemment un effet volume. À petite échelle, cette organisation n'est pas viable. Aujourd'hui, tu le disais, c'est à peu près 4000 hectos Tête Haute. Je pense que le point d'équilibre pour nous, il est plutôt autour de 8000 hectolitres. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément un projet qui est encore arrivé à son point mort, mais voilà, ça implique d'aller chercher une certaine taille critique pour pouvoir assurer et assumer un volet social et une masse salariale importante. Ouais. Dans les différents leviers justement pour que l'emploi social, on va dire, soit possible et viable à terme, il y a, j'imagine, aussi peut-être des histoires de circuits courts ou du moins de sourcing de produits, pas de sourcing, mais en tout cas de production de matières premières. Vous avez, en même temps que le projet, lancé une houblonnière. Oui. Pour le moment, tu me disais que c'était un peu un test. Ouais. Pour le moment, il y a 1 hectare de planté qui est en développement, en test avant expansion. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. C'était une autre facette du projet. À l'époque, on a monté la brasserie. On entendait beaucoup cet argument de brasserie locale, ancrée dans leur territoire, etc. Nous, on s'est dit, quitte à venir du monde un peu de la vigne, on aimerait bien maîtriser un entrant, notamment le houblon, qui nous intéressait beaucoup, pour à la fois sécuriser de la pro en bio. À l'époque, on n'en trouvait pas tant que ça. Et puis, ça nous fera un support d'accompagnement différent pour le retour à l'emploi durable de nos salariés. On peut les accompagner sur des compétences transversales, de conduite d'engins agricoles, de pratiques culturelles, etc. Donc, on a planté 1 hectare de houblon et monté notre première houblonnière. On a commencé par ça d'ailleurs, avant la brasserie, qui aujourd'hui produit une partie du houblon, mais on a une autonomie qui est de l'ordre de 10% à peu près aujourd'hui, parce que les volumes de la brasserie ont augmenté et pas forcément ceux de la houblonnière. Le projet évolue un petit peu. Là, on est en train de créer vraiment une société agricole avec un collègue qui va nous rejoindre, qui s'appelle Tom, qui est formé, lui, houblonnier, qui s'est formé à Aubernais, et qui va piloter ce projet-là avec un de nos référents internes. Et petit à petit, l'objectif est de monter à 6, 8, 10 hectares pour assurer le plus possible une production autonome de houblon et puis avoir un apport de matières premières intéressant. Niveau, je ne vais pas rentrer dans le trop technique non plus, mais niveau variété, vous arrivez à cultiver des variétés qui sont intéressantes pour tous les types de bières, ou du coup ça doit quand même être restreint à certaines bières ? Il y a des restrictions en termes de terroir et de météo, etc. Aujourd'hui, on a fait des tests sur 5 variétés. Il y en a certaines qui marchent très très bien chez nous, comme le Chinook, le Cascade, les Brewers Gold, des houblons qui dans ce style. Et il y a des houblons américains qui viennent vraiment de vallées très ensoleillées, etc., qui marchent moins bien. On a le Willamette par exemple qui ne se plaît pas là où on est aujourd'hui. Donc voilà, nous ensuite on travaille nos recettes en fonction de ce qui fonctionne, et puis on va capitaliser sur les cultivars qui se plaisent par là. Ouais. Oui, d'ailleurs, on parle de terroir, d'originalité, mais on ne l'a pas précisé. La brasserie est basée au Cellier. On est à une vingtaine de kilomètres de Nantes à peu près ? Oui, exactement. Ouais. Une petite vingtaine de kilomètres à l'est de Nantes, sur les bords de Loire. Voilà. Pour les 2 prochaines années, parce qu'en effet, la brasserie sera nantaise d'ici 2 ans. D'accord. C'est un projet qui est amené à évoluer dans les années à venir. Très bien. On va l'évoquer un tout petit peu plus tard, mais d'abord, on va faire un peu la suivi de l'historique de la brasserie. On avait parlé de l'installation en 2018, mais il y a eu un premier déménagement en 2021, si je ne dis pas de bêtises, dans les locaux où on est actuellement. Oui. Voilà. Donc, la brasserie déménage justement pour avoir un bâtiment plus grand, qui permet de se développer. Ouais. Plus près de la houblonnière aussi, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Ouais, je sais pas si ça a un impact énorme. Le projet originel, c'était, nous on rêvait d'une brasserie avec sa houblonnière attenante, parce que pour des raisons de lisibilité du projet, de cohérence, quand on accueille des groupes pour faire visiter la houblonnière, c'est pédagogique, et puis c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir tout sous le coude. Ça n'a pas été possible techniquement, donc on a dû s'installer pour lancer le projet dans une petite commune qui s'appelle Couffé, qui nous a accueillis sur le lancement. Et au départ on était 3, c'était pas
On n'avait pas besoin de beaucoup d'espace, puis petit à petit ça a grossi, on a eu besoin de stocker plus, de rajouter des fermenteurs, voilà, comme le développement classique d'une brasserie. Et puis finalement on a vite été 10, 15, et voilà, quand on est arrivé autour de 15-20 salariés, on a eu besoin d'espace, de locaux, on n'avait pas envie d'être tous dans le même bureau. Donc on a déménagé en effet en 2021 sur la commune du Cellier, qui est notre commune d'origine, là où est implantée la houblonnière. Donc là on est dans un bâtiment qui est beaucoup plus adapté à notre échelle, qui fait environ 1000 m², avec une tape room de 150 m² pour un côté plus festif. On a un tiers-lieu et une association qui s'appelle Tipeee, qui organise des événements qui ont pour objectif de voilà, mélanger les populations, apporter de la vie sur le territoire. Ok. Du coup, tu disais déménagement obligatoire parce que vous commencez à être serré. On a fait un peu la visite avant et mine de rien, il y a aussi là, dans le local actuel, déjà pas mal de matos. Une salle à brasser en 15 hectolitres, une grosse douzaine de fermenteurs en 30 hectos, et tu m'expliquais que ça allait grossir encore avec des nouveaux qui arrivent, des 80 hectos bientôt. Ouais, on commence à être obligé de mettre les fermenteurs dehors, donc ce qui est pas gênant, mais c'est-à-dire que l'intérieur est plein, et puis il y a une question de stockage de produits, de matières premières et de produits finis qui va être un facteur limitant dans les années à venir, et puis de qualité de travail aussi et d'ergonomie, parce qu'à 25, faut circuler, il faut réussir à ce que chacun soit en sécurité et travaille dans de bonnes conditions. Donc ça marche très bien aujourd'hui. On sait que demain, d'ici 1 an, ça va commencer à devenir plus compliqué pour nous. Donc en effet, il va falloir à nouveau se déplacer. Ouais. Et alors ce que tu m'expliquais un peu avant le podcast, c'est qu'il y a déjà des plans de fait. Oui. Et une évolution qui est prévue. Tout à fait. En fait, c'est un vieux projet. L'installation de Tête Haute devait à l'origine être sur Nantes, dans un quartier qui s'appelle Doulon-Gohard, qui est un ancien quartier maraîcher. Et ça n'a pas pu se faire à l'époque pour une question de calendrier, mais on a toujours travaillé avec la métropole pour l'installation de ce projet-là en agriculture urbaine sur Nantes. Et finalement, c'est redevenu possible. Et donc là, ça y est, c'est très concret. On dépose bientôt le permis de construire pour l'installation à l'est de Nantes d'une brasserie qui sera donc vraiment notre maison d'accueil finale de ce projet de développement. Une brasserie qui fera environ 3000 m², qui nous permet d'envisager l'avenir sereinement et qui nous permet d'assumer le développement de Tête Haute. L'objectif est de pouvoir accueillir là-bas une 40 à 50 personnes et de créer donc 25-30 postes d'insertion par l'activité économique. D'accord. Voilà, c'est pas grossir pour le plaisir de grossir. Nous, ce qui nous conduit, c'est générer de l'impact social. Donc, c'est une taille critique qui nous intéresse parce qu'elle nous permet à la fois d'assurer des postes, mais de garder une échelle qui nous semble maîtrisable, raisonnable et intéressante en termes de distribution. D'accord. Après, niveau volume, ça devrait vous mener à combien Là-bas, la salle de brassage, c'est une 40 hectos. Donc, les volumes de brassage vont pouvoir se déployer sur une fourchette de 10 à 30 ou 40 000 hectos, je pense. D'accord. Voilà. Oui, je ne sais pas du tout aujourd'hui vous dire où est-ce qu'on va. Ce serait prétentieux et personne ne sait lire l'avenir. Peut-être que Tête Haute, dans 10 ans, ça fera toujours 10 000 hectos et ce sera super. Peut-être que ça fera plus parce que ce sera nécessaire. Je ne sais pas. En tout cas, ça permet cette nouvelle brasserie, ce nouveau local va permettre de voir venir, de pouvoir quand même évoluer et puis pas mal par rapport faire des belles choses, parce qu'une salle à brasser en 40 hectos avec du bon matos, etc., on va pouvoir se faire plaisir aussi. On va garder des petites cuves pour continuer à faire des crafts. Donc voilà, c'est vraiment un outil de travail agréable pour tout le monde. Là, au brassage, l'équipe... Ils démontent des tuyaux tous les jours, ils concassent sac par sac, c'est un peu fastidieux quand même. Oui, bien sûr. On commence à parler produits, on va juste y revenir tout de suite après, mais je voulais juste d'abord rebondir sur ce que tu as évoqué juste avant quand on parlait du lieu actuel. Tu as parlé de l'association Tipeee. Ouais. Tu peux développer un petit peu ? Oui, bien sûr. Du coup, vous partagez le local ? En fait, il y a quelques temps, on
s'est croisé avec les membres de l'association Tipeee, avec des gens du territoire qui avaient envie d'apporter de la vie et une animation culturelle sur notre commune. Et on s'est dit, nous, on a une tape room qui, en fin de semaine, les soirs, éventuellement les soirs de concert, etc., fonctionne très bien, mais le reste du temps, c'est assez peu optimisé. Donc on aimerait bien la mettre à disposition de l'asso gratuitement, et puis que l'asso puisse proposer des réponses à des besoins, des problématiques des habitants du coin. Donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'on bosse avec eux, et c'est top parce que ça amène de la vie. Il y a des Repair Café, il y a des temps d'accueil de jeunes migrants sur des activités de développement culturel, de création artistique. Il y a des accueils de salons littéraires, il y a du théâtre d'impro, il y a des concerts. Donc il y a des choses très grand public, il y a des choses pour des publics plus ciblés aussi. Notre promesse étant le brassage social, l'association Tipeee poursuit cette promesse-là. Nous, on a un outil emploi, eux, ils ont un outil culturel et vie associative. Voilà. D'accord. On travaille main dans la main pour amener de la vie sur le territoire, faire en sorte que des gens qui ne se rencontreraient pas, finalement se rencontrent, apprennent à se connaître et avancent ensemble. Très bien. Pour le plaisir de chacun. Bienvenue sur Sirotons le houblon, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez aider ce podcast ? Lâchez un commentaire, mettez 5 étoiles et poussez-le vers la gloire. Merci. Un gros bisou des Troyenches. Je repasse du coup côté produit. Côté bière. Côté bière, parce qu'en effet, quand on parle d'une brasserie, il faut quand même parler du produit qu'il y a derrière. Et la brasserie Tête Haute, on va dire, produit 3 gammes différentes, ce que tu me présentais tout à l'heure. Oui. Alors, j'avais pris quelques notes, mais en effet, tu me disais que le site était plus super à jour là-dessus. Mais grosso modo, si je reprends les dires ce que tu m'as présenté tout à l'heure, il y a une gamme de bières bio qui est plutôt destinée, en tout cas distribuée dans les grandes surfaces spécialisées, Biocoop et ainsi de suite. Une autre gamme de bières, on va dire, plus classique, accessible en termes de style, plus grand public, qui se retrouve principalement peut-être en GMS. Après, on verra à quelle échelle tu vas le développer. Et enfin, une gamme craft en canette, c'est la gamme Powo. Exactement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur le tour d'horizon, les styles travaillés et la distribution de ces bières? Cette organisation en 3 gammes, elle raconte aussi l'histoire de Tête Haute. C'est-à-dire qu'au départ, on était 100% bio et on avait une gamme qui était très distribuée dans les réseaux vrac, épicerie, zéro déchet, etc. Malheureusement, 2 années de crise et la situation socio-économique qu'on connaît, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas tenu. Et donc cette gamme-là, finalement, elle a pu se développer et se déployer, comme tu l'as dit, dans ce qu'on appelle la GSS, donc la grande surface spécialisée, notamment avec l'acteur Biocoop, qui distribue maintenant nationalement cette gamme, ce qu'on appelle la sociale, donc où on va retrouver une wheat beer, une pale ale, une amber, une West Coast IPA, voilà, en gros. Donc ça, c'est notre gamme historique. Et puis au début, on s'était dit, en fait, on va certainement pas travailler avec la GMS, ça nous intéresse pas, c'est pas là que se joue l'avenir des brasseries artisanales, etc. Et en fait, on avait pas mal diabolisé l'acteur à tort parce que c'est avec eux, ils nous soutiennent vraiment fortement sans chercher à dégrader les marges ou quoi que ce soit, à tirer sur le projet. En fait, ils ont vraiment envie de soutenir ce projet social. Et donc, on a commencé à distribuer en GMS tout vraiment en direct, en tâtant, en se disant, on va voir ce qui se passe, etc. Et en fait, on s'est dit, ouais, la bière, c'est... 80% des gens, ils achètent leur bière en grande surface. On n'a pas envie que le projet Tête Haute, ce soit quelque chose juste de niche, d'initié et qu'on va trouver chez un caviste et qui reste cher. On a envie que ce projet social il puisse se déployer et atterrir dans les mains de monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc on s'est tous dit, ok, on y va. On leur propose aussi des bières qui nous plaisent et qui vont pouvoir être distribuables en GMS. Donc on a cette gamme qui s'appelle Totem, qui finalement nous porte maintenant pas mal et qui fonctionne très bien, qu'on va
retrouver aussi en fût. On va trouver un petit peu des bières bio en fût et un petit peu de la gamme Totem. Et puis, au départ du projet, on avait un truc qui nous trottait dans la tête. On avait très très envie de parler des gens et de faire parler à propos de ce projet d'accompagnement. Et on avait envie de raconter des histoires, mais on ne savait pas trop comment le faire au départ. Donc on s'est un peu tâté, on a testé des trucs et on a fini par trouver un format donc aujourd'hui qui s'appelle la gamme Powo, qui est une gamme en canette, qui est vraiment notre gamme craft. Là, c'est notre cœur de métier où on se fait plaisir sur les recettes, on se fait plaisir sur les choix des matières premières, l'expérimentation. C'est là où on fait de la R&D aussi. Donc c'est une gamme éphémère. Et Powo, c'est une personne qui passe en parcours chez nous. Quand elle retourne en emploi durable, on célèbre ça par un rituel où la personne va brasser sa propre bière. Donc on a une zytologue en interne qui s'appelle Aude. Elle va faire un espèce de portrait chinois qui va traduire le caractère, les caractéristiques de la personne en termes de style de bière. La personne va choisir le style de bière qui lui plaît le plus, et avec le brasseur, elle va creuser historiquement, techniquement, comment on fabrique ça, etc. Ils vont dessiner ensemble à trois la recette, et puis c'est vraiment la personne, vu que dans son parcours elle a été formée au brassage, elle va faire le brassage de A à Z. Nous on est juste là pour veiller au grain et que ça se passe bien, donner des petits conseils. Donc ça donne une bière qui est vraiment personnalisée, et puis les membres de Tipeee réalisent un podcast qui va vraiment permettre à la personne de dire ce qu'elle a envie, mais plutôt sous un angle du parcours de vie et de son rapport à l'emploi. L'idée, c'est d'apporter des témoignages de pourquoi on se retrouve à un moment à passer par une structure d'insertion par l'activité économique, et de montrer aux gens qui nous écoutent que ça peut être monsieur, madame, tout le monde en fait. C'est pas des gens qui ne veulent pas travailler, évidemment, mais il y a encore une représentation très forte en France. 60% des gens pensent que les gens qui n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils ne souhaitent pas travailler et qu'ils ne veulent pas faire d'efforts pour retourner au travail. Donc on a envie de casser un peu ces codes-là, ces préjugés, et donc de raconter toutes ces histoires parce qu'ils ont des choses incroyables à nous dire. Et chaque podcast, on apprend des parcours de vie qui sont cabossés, qui sont plein de rebondissements et en fait qui sont plein de leçons aussi d'humilité, d'encouragement pour la suite, quoi. Donc pour développer un peu sur cette gamme Powo, comme tu disais, gamme plutôt craft, donc avec des styles autant variés que de profils passent à la brasserie. C'est ça, ouais. Il y a de tout. On parlait des deux premières gammes qui se retrouvent plutôt en GSS et en GMS. La gamme Powo, on va la retrouver en caviste spécialisé? Oui, ça va être une gamme dédiée aux cavistes, aux bons petits coins où on peut trouver des cannes très chouettes. Là, pour le coup, on est plutôt sur une gamme de niche, en effet, plutôt pour des initiés. Mais l'idée, c'est d'essayer d'aller... Alors, soit parler aux grands amateurs de bière, de bière geek, de craft pur, et en disant... on peut parler aussi d'insertion, pourquoi pas, avec ce produit-là. Soit d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas la craft, mais qui vont accrocher au projet social et qui finalement vont se mettre à boire des bières un peu plus atypiques, un peu plus techniques. Voilà. Donc on essaye de faire se marier ces deux mondes-là, quoi. D'accord. Grâce à cette gamme. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 2-3 petits exemples de bières qui sont sorties, de styles, de recettes? Ouais, avec plaisir. Là, dans les dernières, on vient d'encanner la Hélène, qui est une IPA aux feuilles de curry, parce que Hélène a passé pas mal de temps en Inde. Elle avait très envie de faire infuser des feuilles de curry dans cette IPA, single hop Chinook. Voilà, donc une IPA plutôt herbacée avec cette petite note épicée. Juste avant, on avait eu Thomas, qui était une pastry sour citra. Voilà, donc beaucoup plus acidulée, gourmande, très différente. Thomas était un jeune homme, jeune cuisinier, donc il avait envie de traduire sa passion pour la pâtisserie et pour les tartes au citron à travers la bière, donc ça a été traduit comme ça. On a eu quelqu'un qui était réfugié de Guinée, Moussa, qui a brassé une Whitail aux graines de paradis, donc très chouette, une bière très gourmande, assez ronde, avec quand même une belle vivacité en bouche. Voilà, c'est très différent à chaque fois. Et donc pour revenir sur le podcast qui accompagne chacune de ces bières, chacune de ces sorties,
On peut le retrouver où si mes auditeurs veulent J'ai oublié de mentionner ce... Non, mais si, j'en ai parlé. Le podcast, donc à chaque fois qu'en fait sur les canettes, vous allez retrouver sur le côté de la canette un petit QR code où c'est écrit écoutez mon histoire. Donc ça vous amène sur le site de la brasserie où sont répertoriés chaque podcast. Sinon, ils sont en accès libre également en se connectant au site. L'idée, c'est que on en sorte à peu près 2 par mois maintenant, en rythme de croisière, pour raconter un max d'histoires et puis se faire plaisir sur la créa. Voilà. Chaque podcast, du coup, sera lié donc, à une personne, mais aussi à une bière, ou il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés ? Des fois, il y a d'autres sujets, mais la trame, c'est une vie, une bière. On va parler des parcours de vie de la personne, évidemment, mais on va aussi parler binette, recettes, pourquoi on a brassé comme ça, comment on a fait, si on a eu des emmerdes ou pas au brassage, qu'est-ce qui marche, le choix des matières premières. L'idée, c'est aussi de parler brassage avec ceux qui ont envie, quoi. Donc tu disais 2 épisodes par mois, ça veut dire 2 éphémères par mois ? 2 ouais, par mois. On essaye de tenir ça là, c'est notre challenge, mais j'y tiens particulièrement, donc je veille à ce qu'on ait des fermenteurs de dispo pour ça. Mais je crois que toute l'équipe c'est pris au jeu, parce que c'est vraiment cool à faire. Tout le monde se fait plaisir, l'Azito, les brasseurs, les gens. Voilà, c'est un projet qui est assez... adhère bien aussi. Donc, ça a commencé de façon assez minimaliste, mais là, voilà, on se dit qu'on va peut-être les passer sur des plus gros fermenteurs. Voilà. Ok. Je reviens juste un poil en arrière et reparler de la gamme Totem, donc la gamme qui, comme je disais, se retrouve en GMS. Tu peux nous parler un petit peu plus de ce qu'on peut retrouver dans cette gamme-là en termes de style de bière ? Oui, bien sûr. On va retrouver une American Pale Ale qui est vraiment sur des notes plutôt résineuses, citronnées. Voilà. On va avoir une Red Ale qui s'appelle Red Cloud, donc légèrement, un tout petit côté caramel et puis assez sèche en bouche. On va avoir une IPA. On aime bien les IPA herbacées, plutôt anglaises. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette gamme que je dise pas de bêtises. On a une triple. Voilà. C'est pas notre cœur de métier de brasser des bières plutôt belges, mais on a un de nos brasseurs qui était fan et qui avait très envie d'en travailler une, et puis finalement c'est assez réussi, donc c'est rigolo. C'est plutôt atypique dans notre gamme, mais elle part bien, la triple. Voilà. Et puis c'est une gamme qu'on va densifier cette année. Il y a des projets de développement dedans. On a envie, même si c'est à destination d'un public qui est peut-être moins amateur de craft, on a envie d'amener des petits sujets et des petites propositions. On va notamment proposer une DIPA, une NEIPA dedans, et puis peut-être aller chercher des choses du côté des Black IPA. Voilà, on va aller chercher vraiment du houblon et puis se faire un petit peu plaisir sur les recettes. Ouais, mine de rien, du coup, aller quand même sur des styles qui sont encore un peu craft geek pour les apporter qui sont un plus grand entre public. deux, quoi. Ouais, ça. Faire un petit pont, une transition. Un petit pont. C'est notre, on estime, nous, on est un peu dans ce rôle-là, d'essayer de créer des ponts et des liens entre les publics, quoi. Cette gamme, justement, qui est présente en GMS, quelle est son importance, on va dire, vis-à-vis du projet social de l'entreprise, de la visibilité que ça peut donner? Je pense qu'elle a... On l'assume aujourd'hui parce qu'elle répond à deux éléments. Premièrement, comme on le disait, on a envie que ce projet il soit compris et qu'on a envie de faire parler, donc il faut que ce soit visible et lisible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent encore la bière en grande surface, donc quitte à ce qu'ils l'achètent en grande surface, autant proposer un produit artisanal et puis qui raconte quelque chose. Donc ça, on y tient. Et puis, ça nous permet de rester aussi abordable en termes de positionnement tarifaire. On n'a pas envie que ce soit un produit élitiste non plus, la bière. Sûr. Ça a toujours été populaire et pour nous, il faut que ça le reste quand même. Voilà. Et puis, c'est un canal qui nous permet quand même d'assurer un certain volume en termes de production et donc un modèle éco qui doit être viable pour créer le nombre de postes qu'on doit assumer aujourd'hui. Donc
voilà, ça répond à ces deux enjeux-là. Très bien. Je sais pas s'il y a des sujets en particulier que tu voulais peut-être plus développer dans ce podcast-là. Il y a des un choses truc, que j'aurais un peu ratées. Bah, t'as rien raté, t'avais bien préparé ton interview, merci. Non, on a parlé plein de choses. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué dans les projets de développement de Tête Haute, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup questionné sur l'impact social qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'investissement porté, parce que la brasserie, ça reste onéreux en termes d'investissement, plus ou moins, mais voilà, il faut quand même à chaque fois réinjecter pour créer de l'emploi, et finalement peu d'emplois en termes de rapport investissement-création d'emploi vis-à-vis d'autres structures de l'insertion par l'activité économique qui finalement créent beaucoup de postes avec des supports beaucoup moins onéreux. Donc on s'est dit, est-ce que c'est vraiment un modèle adapté à l'insertion par l'activité économique ? On voit beaucoup de brasseries qui vont s'équiper d'une ligne de production tout automatisée, voilà, ça tourne à 6 et puis ça sort 6000 bouteilles, bon, voilà, c'est pas notre sujet. Mais du coup on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait générer plus d'impact social, donc comment créer plus d'emplois sans forcément être un projet hyper onéreux. Donc on s'est intéressé à des modèles qui devenaient visibles et qu'on voit se développer de plus en plus, le modèle des brewpubs qui sont hyper intéressants, et nous qui nous ont beaucoup intéressés pour le nouveau support qu'ils amènent, la restauration. Il y a un lien très fort entre la bière, la food, etc. Mais c'est aussi hyper pertinent pour nous parce que la restauration, c'est un des métiers en France qui est le plus sous tension. Et une entreprise d'insertion, sa mission, c'est de répondre à un besoin aussi des employeurs, de pourvoir des postes qui sont non pourvus. Donc on s'est dit, là, il y a un vrai besoin. Il y a beaucoup de projets, notamment autour des personnes en migration, etc., qui veulent travailler dans la restauration, mais qui ne trouvent pas forcément les employeurs en face, et les employeurs qui sont en train de reconstruire cette filière qui était un peu compliquée en termes d'employabilité et qui cherchent à recruter. Donc on ouvre notre premier brewpub sur Nantes tout début 2024. Sur l'île de Nantes là. Donc ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qui va permettre de créer environ une quinzaine de postes supplémentaires, et l'idée c'est vraiment là-bas avec une petite unité de brassage, on est sur une 5 hectos, mais de se faire encore plus plaisir sur la R&D, de proposer des choses très affûtées, techniques, et puis ne pas avoir froid aux yeux parce que c'est des petits volumes qui engagent moins. Donc de proposer vraiment des choses intéressantes au bec, de mettre une 15-20 becs pour avoir des guests, et puis des belles propos pour le public nantais, et puis une vraie offre de restauration avec des nouveaux métiers d'accompagnement pour nos salariés, quoi. D'accord, ouais. Donc un vrai format brewpub avec l'unité de brassage sur place. Ouais. Et on y tient, pas juste un resto avec des fûts qu'on enverrait de la brasserie. Ouais. Et ça vous permettra, comme tu dis, de tester de nouvelles recettes. Avec potentiellement l'envie après de les monter à plus grosse échelle en les faisant à la brasserie. Il y a vraiment des trucs cool, on se dit après il y a des trucs qui sont peut-être pas reproductibles à plus grosse échelle, mais sur des échelles intermédiaires, ou au moins de poursuivre le développement en se disant tiens c'était chouette, mais on aurait envie de pousser tel ou tel curseur et de continuer, donc voilà, ça peut être un super outil pour la créativité, quoi, débridée. Et donc comme tu le disais, de quoi développer encore plus le pan social de Tête Haute. C'est ça. Et est-ce que ce format du coup de brewpub qui vient apporter une corde en plus à votre arc est quelque chose que vous souhaitez peut-être dupliquer, avoir peut-être plusieurs brewpubs par la suite? Il y a la question de l'essaimage, mais avant de parler d'essaimage, pareil, on reste prudent là-dessus. L'idée c'est de tester. On teste sur Nantes parce que c'est chez nous, parce qu'on n'est pas loin et que voilà, c'est cohérent pour nous. Et si c'est très pertinent et que ça fonctionne, pourquoi pas le dupliquer sur d'autres villes, s'il y a des partenaires intéressés, si aussi il y a des postes disponibles, parce qu'en ce moment l'insertion par l'activité économique n'est pas forcément, il n'y a pas énormément il y a un numerus clausus de postes en fait, donc on peut pas toujours avoir des postes, mais oui, ça peut être un projet duplicable, essaimable. Ok, trop bien. Donc là, mais vous verrez ça bientôt apparaître. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, mais il y aura une ouverture d'une campagne de financement participatif d'ici la fin de l'année pour déployer ce brewpub. Si tout se passe bien, normalement, le podcast sera diffusé première semaine de novembre. Voilà, donc je pense qu'on risque d'être dans ces eaux-là. Super. Très bien. Et bon, pour aller sur la clôture doucement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tête Haute pour l'avenir? On voit qu'il y a plein de beaux projets.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire des beaux parcours. Nous, nos victoires, c'est quand on réussit à remettre quelqu'un qui se sent bien, qui a trouvé un job qui lui convient, qui s'est posé dans son logement, sa vie, etc. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut souhaiter, ce que je souhaite à l'équipe, parce qu'ils se battent quotidiennement pour ça. On est assis juste à côté d'un tableau où on voit tous les projets en cours, les noms des gens qu'on accompagne, leurs envies pro, leurs victoires, etc. Donc c'est vraiment ça notre sujet. Ouais. C'est ça qu'on peut souhaiter à tête haute, c'est de poursuivre ce projet-là, de générer de l'impact, de qualité, et puis d'avoir, de garder les rêves qu'on a de développement parce qu'on est des rêveurs, parce qu'on est optimiste et parce qu'on a envie de faire quelque chose de chouette, et en même temps d'avoir les pieds sur terre parce que on veut pas faire n'importe quoi, on n'est pas opportuniste non plus, donc c'est trouver les bons équilibres, et même pour nous, parce que c'est un projet qui, là ça fait 5 ans, un projet qui a été particulièrement chronophage sur le lancement. On a aussi nos vies, nos petites familles, tout ça, donc trouver les justes équilibres, c'est bien pour nous ça. Super. Et enfin, du coup, pour nos auditeurs qui souhaitent découvrir les produits Tête Haute, ce qu'on disait, ils peuvent retrouver nationalement la gamme, la sociale en GSS, donc chez Biocop. Oui, tout à fait. D'autres enseignes peut-être, non? Ou plus à échelle locale, je sais pas. Ça va être plus à échelle locale. On est surtout distribué pour l'instant en Grand Ouest. On va commencer à être distribué sur la partie Bretagne et parisienne cette année. Donc voilà, il y a une gamme qui est disponible nationalement. En effet, si vous ne la trouvez pas dans la Biocop proche de chez vous, n'hésitez pas à leur demander de la référencer, elle est disponible. Et puis surtout, on peut vous en envoyer. On ne fait pas énormément de ventes nettes parce qu'il y a toujours ce frein du poids, etc. et des coûts de transport. Mais donc il y a un web shop. Mais il y a un web shop sur lequel vous pouvez aller. On répondra avec grand plaisir. Voilà. Et sur la gamme, donc la gamme en GMS, elle est distribuée chez qui? Est-ce qu'elle est nationalement Alors, on bosse beaucoup depuis le départ avec le groupe U, parce que c'est un groupe, historiquement, la centrale, elle est à 10 km d'ici. Donc, ça aide c'est bien. un groupe qui nous a soutenu dès le départ, et puis avec lequel, pour l'instant, on se déploie le plus. Ouais. Ok, très bien. Et enfin, la gamme PO, normalement chez les bons cavistes. Bons cavistes du coin qui aiment bien la bière, qui est curieux. Là, normalement, vous pourrez la trouver. Et puis, pareil, n'hésitez pas à leur en parler si elle n'est pas référencée. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Fabien, merci à toi. pour ce temps que tu m'as accordé. C'était super, j'ai beaucoup aimé l'échange. Très beau projet. Et pour mes auditeurs, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Salut.